Et si je vous disais que ce bout de roche a la même composition chimique que la Terre il y a 4,6 milliards d'années et qu'il provient tout droit de l'espace? Cette roche, c'est une météorite, et plus particulièrement une chondrite, c'est-à-dire une météorite si petite qu'elle n'a pas eu le temps de se différencier et a donc gardé la même composition chimique pendant des milliards d'années. Comment la Terre a-t-elle pu se différencier et comment se fait-il que même en surface, certaines zones géographiques possèdent plus de ressources que d'autres? En 2003, l'astronaute Donald Pettit, en s'amusant avec ses sachets de sel dans la Station spatiale internationale, a fait une découverte majeure en planétologie. En secouant le sachet, les grains se dispersaient, mais s'il les laissait en apesanteur, il se rendit compte que les grains s'agrégaient petit à petit. En fait, en entrant en collision, deux cristaux de sel créent une charge électrostatique qui les force à s'agglomérer. De la même manière, les poussières stellaires entrent en collision, s'agglomèrent, formant les planètes dont la Terre. Il y a 4,6 milliards d'années, la Terre c'était juste une grosse boule de magma liquide homogène, formée par l'agrégation de plusieurs petites boules de matière. On appelle ce stade la Terre chondritique, car présentant la même structure que les chondrites qui la composent. En prenant du volume, la pesanteur exercée par le centre de la Terre sur les roches qui la composent augmente. Cette force a permis de séparer les éléments les plus lourds, tombant vers le centre de la Terre, des éléments les plus légers, restant en surface. On se retrouve ainsi avec une structure primitive de la Terre, ou prototerre, qui présente un protonoyau de fer, ainsi qu'un océan de magma de silicate. De nombreux événements géologiques ont pu prendre part à la différenciation de la Terre afin de former sa structure actuelle. Très rapidement, la surface s'est refroidie et a cristallisé, formant une protocroûte. Cette protocroûte a subi des modifications dues au volcanisme, ainsi qu'à des transformations géochimiques avec l'eau remontant en surface, formant notre croûte terrestre actuelle. Plus en profondeur, le manteau est au cœur de mouvements de convection de la matière, notamment dus à des gradients de température. Ces mouvements se sont donc activés à la suite du refroidissement de la Terre, lors de l'Archéen, et ce sont ces mouvements qui ont permis de trier les éléments à l'intérieur du manteau. Plus récemment, le noyau interne, en proie à une très grande pression, mais aussi à un refroidissement, s'est cristallisé, formant ce qu'on appelle aujourd'hui la graine. On se retrouve ainsi aujourd'hui avec une croûte silicatée, un manteau riche en olivine, un noyau riche en fer et en nickel, dont la partie externe est liquide et la partie interne est solide. Ce modèle, c'est ce qu'on appelle le modèle PREM, et il nous montre bien qu'au moment de sa formation même, la Terre était déjà hétérogène en profondeur. Mais la Terre est aussi hétérogène sur toute sa surface, et là, ça devient plus compliqué. Il est bien connu que certaines régions possèdent plus de ressources que d'autres. Ainsi, là où il y a 135 billions de litres de pétrole sous le Moyen-Orient, on aura beau creuser tout le sous-sol de la Belgique, de l'Espagne ou encore de l'Allemagne sans en trouver une seule goutte. Ces inégalités géographiques en termes de ressources sont aussi dues à des phénomènes géologiques. La formation de filons de minéraux natifs, c'est-à-dire purs, est notamment le fruit d'un processus géologique bien connu, l'hydrothermalisme. À 10 ou 20 km de profondeur, on retrouve des roches de la croûte terrestre, mais aussi de l'eau qui a pu s'infiltrer de par des microfailles provenant de la surface, ou bien qui s'est retrouvée piégée à l'intérieur de minéraux dans les roches. Lorsque deux plaques tectoniques entrent en collision, la pression crée une très forte chaleur à ces profondeurs. Cela fait chauffer l'eau présente, à tel point qu'elle peut alors dissoudre certains minéraux de la roche. On a alors une eau très chaude, chargée en silicates et en métaux, et sous pression. On parle de fluide hydrothermal. À la moindre faille apparaissant, cette eau remonte très rapidement à la manière d'un geyser et refroidit lors de sa montée, à tel point qu'elle ne peut plus garder les éléments qu'elle a dissous, qui se précipitent alors. On a donc des précipitations de silicates, mais aussi de métaux, tout en longueur, formant ce qu'on appelle des filons. Les régions possédant donc de nombreuses collisions tectoniques sont particulièrement riches en filons, et c'est notamment le cas des régions montagneuses. Ainsi, au pied des Appalaches, chaîne de montagnes américaine riche en filons d'or, a eu lieu la première ruée vers l'or. La formation de pétrole, elle, met en jeu des processus géologiques mais aussi biologiques. Le pétrole, c'est un reste de matière organique provenant de phytoplancton mort. Pour que du pétrole se forme, il faut donc un environnement favorable au plancton, notamment une mer chaude. Il faut ensuite que le plancton mort ne puisse pas s'oxyder, comme c'est le cas en général pour la matière organique morte. Le reste de plancton, mélangé au sable de la mer, s'enfouit donc sans s'oxyder. À partir d'une certaine profondeur, la température permet de cuire les restes de plancton, dénaturant alors cet amas de débris cellulaires en hydrocarbures, c'est-à-dire en chaînes hydrocarbonées, plus ou moins longues, à l'état liquide. Ce liquide, sous l'effet de la pression, va remonter en surface. Il faut alors que le terrain puisse le stocker. Pour cela,
Il faut une roche réservoir poreuse pour stocker le pétrole, une roche couverture imperméable pour empêcher le pétrole de monter plus haut, et une structuration en dôme pour retenir le pétrole. Il faut donc de nombreuses conditions géologiques précises pour former du pétrole, ce qui explique que celui-ci soit inégalement réparti. Il y a 200 millions d'années, le Moyen-Orient était au cœur de l'océan Téthys, un océan connu pour être très pauvre en oxygène dû au climat de l'époque. Le plancton a donc pu s'y enfouir. Cet océan abritait aussi de nombreux coquillages calciques ayant permis la formation de calcaires poreux, roches réservoirs du pétrole. Téthys s'est aussi à de nombreuses reprises asséché, formant des cristallisations de sel appelées roches évaporitiques, particulièrement imperméables. Et enfin, il y a 20 millions d'années, l'Arabie a percuté l'Eurasie, formant des plis ayant permis une structure de dôme, stockant ainsi le pétrole. Ce sont donc la réunion exceptionnelle de tous ces phénomènes géologiques qui font que le Moyen-Orient est particulièrement riche en pétrole. La répartition des ressources, c'est donc une histoire de phénomènes géologiques qui peuvent avoir lieu ou non en fonction de la structure de la région mais aussi de sa dynamique. C'est ce qui explique que les ressources ne sont pas homogènement réparties sur toute la surface du globe. Ici, j'ai donné 2 exemples en particulier de concentration de ressources. En réalité, il y en existe plein d'autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je compte refaire des vidéos en rapport avec la géologie, mais aussi avec la biologie, quand j'en aurai le temps. Donc si les sciences naturelles t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.